Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler exclusivement du TFC. On est là pour la 94e émission. Avec moi aujourd'hui, les titulaires sont un duo d'attaquants des violets.com, de lesviolets.com avec Emmanuel et Samuel. Comment ça va les gars? Ça va nickel. Ça va bien, salut à tous. On a un milieu de terrain très travailleur toujours avec Mehdi et Vincent de la feuille de match. Comment ça va les amis? Salut, ça va et toi? Ça va. Ça va, salut les gars. On n'a pas de défense aujourd'hui, les gars. On joue sans défense, mais du coup, on a un supporter qui va se prendre le rôle de la défense, puisque c'est Henri, notre supporter invité aujourd'hui. Comment il va, Henri? Il va bien, il va bien. Bonsoir à tous. Bienvenue en tout cas, Henri, dans l'émission. Sans défense, on le met là comme ça, Ouais. gardien direct sans défense. Ouais. Yahoo! Bah, écoute, Yves n'a pas pu être là au dernier moment, il s'est excusé, donc Henri devait être remplaçant sur la feuille. Tac, il rentre, c'est la base du foot. Hein. Allez messieurs, aujourd'hui au programme, on va faire un retour sur Châteauroux TFC, la belle victoire de nos violets en terre de la Berrichonne. On fera la preview de Toulouse-Le Havre, mais aussi on parlera un petit peu, mais légèrement, de Pau TFC. Mais on fera surtout les pronos d'ailleurs de ces deux matchs, parce qu'il y aura deux matchs avant la prochaine émission. Notre débat, et on vous expliquera pourquoi on s'est intéressé sur le niveau de la Ligue 2. Est-ce que le niveau de la Ligue 2 est-il faible? On s'est posé la question, donc on va essayer de répondre à tout ça. On attend bien sûr aussi vos avis. Puis l'interview de Henri, notre supporter qui est là avec nous ce soir, qui aura droit à ces petites questions. N'hésitez pas à réagir sur la page lesviolets.com, où on est en direct actuellement. N'hésitez pas aussi à réagir avec le hashtag F2M Toulouse sur les Twitter respectifs des trois entités, les violets, la feuille de match et la diste. Et puis voilà, messieurs, pour la 94e émission. On se rapproche de la 100e et on prépare des choses. Hein, Samuel? Ah oui, bien sûr. Parce que ça arrive oui, vite, oui. ça arrive vite. Mais bien sûr, ça va bientôt arriver. Il y a 6 semaines, ce sera fin janvier. Ouais. Ou mi-janvier. Mi-janvier. Ouais, moi je dirais peut-être même février, non? Ouais, quoique, non. Ah non, on est mi-décembre. Non, mais en plus, les dates, elles bougent tout le temps. Hein. Chaque jour, ça avance. Hein. C'est dingue. Hein. C'est ouf. Et en plus, c'est quoi? On change d'année le premier, je crois. Mais je suis pas sûr. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Ah, Maga de la tête! Incroyable! Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué! Yann Podigère! Allez, messieurs, on y va pour cette émission. On va parler du retour sur Châteauroux TFC. Messieurs, une belle victoire 3-0. Je vous donne la composition qui était à peu près la même que le dernier match. Donc, Dupé, Amiens, Diakité, Gabriel Senma, Shadow, Moreira pour notre défense. Spearing, Van den Boomen, De Jaegereux au milieu de terrain. Et l'animation offensive avec Adli et Ilé devant. Le fil de du match rapidement, messieurs. Ouverture du score sur penalty par Spearing. D'ailleurs, Spearing, c'est monsieur 100% sur penalty. 5 pénaux, 5 buts. C'est vraiment… Ça change des derniers temps au TFC. Son premier face-à-face, il perd son duel avec le gardien, mais il ne se fera pas prier sur le second. En revanche, puisqu'il marquera son 4e but en 4 titularisations. Il réalise le break pour les violets. Sur un corner, Gianni Santis, le rentrant, vient donner la victoire, on va dire, sereine aux Toulousains. 3-0. Messieurs, une équipe de la Berrichonne en face assez faible. D'ailleurs, on peut souligner que cette victoire fera limoger le coach de Châteauroux. Donc, c'est une équipe qui allait pas très bien, on va dire. On leur a mis un peu la tête sous l'eau, mais bon, c'est ce qu'il fallait faire, hein, malheureusement. Mais c'était quand même très, très, très faible en face. Et le 3-0, j'ai envie de dire que c'est un peu normal, ou logique plutôt que normal. Vous en pensez quoi par rapport à ce match? Mehdi, tiens, t'as levé la tête tout perdu. T'en as pensé quoi, toi, de ce TFC, Mehdi? Je l'ai trouvé correct. Voilà, moi j'ai été surpris de certaines choses, moi, où j'ai vu beaucoup de choses passer, où j'ai vu beaucoup d'enflammades sur ce match-là. Et pourtant, à chaque fois, on rappelait la faiblesse de l'adversaire. Donc c'est assez drôle. Non, c'était une partie maîtrisée. Un 3-0 tout à fait logique face à un adversaire effectivement faible qui, malgré ça, à 1-0 à une ou deux situations qui peut nous embêter, même si encore une fois, c'est tellement faible. On se rappelle quand même qu'on a découvert un joueur qui a la tête carrée. À chaque
Châteauroux. Rémi Moulomba, voilà, qui est formé à Lorient. Donc voilà, on a un petit peu de chance quand même là-dessus. Mais sinon, oui, une partie maîtrisée. J'allais dire, j'espère un match classique tout au long de la saison pour le TFC. C'est-à-dire, C'est voilà, ce qu'on attend, ouais. un Contre les adversaire. adversaires plus faibles. Voilà, face à un adversaire inférieur, mais de toute façon, on en rediscutera tout à l'heure. Des équipes de ce niveau-là, il n'y en a pas qu'une seule en Ligue 2. Hein. Il y en a pas 15, mais il n'y en a pas qu'une seule, quoi. Ouais. Samuel, on va pas parler d'Ilé. Hein. C'est bon, on a fait le tour. On a fait le tour. Petit mot après à dire là-dessus. Non, mais on va pas refaire de débat. Genre, Non, c'est pas un débat. C'est juste pour préciser 2-3 choses. Mais ça sera après. Après, continue sur le débat général. Non, moi, qu'est-ce que j'ai pensé de ce TFC Châteauroux? Comment ne pas en être satisfait? C'est difficile. J'ai vachement apprécié le fait que pour une fois, je l'avais dit dans cette émission la semaine dernière, Toulouse, depuis le début de la saison, avait des difficultés, gagnait ses matchs certes, mais dominait vraiment qu'une mi-temps sur les deux. Là, sans être flamboyant, on peut dire que pour une fois, on n'a jamais vraiment tremblé et sur le contenu proposé dans les deux mi-temps, il semble à peu près similaire, même si c'était quand même meilleur en seconde période vu qu'il y a les 2 buts à la clé. Je suis d'accord avec Mehdi, c'est sûr qu'il ne faut pas vraiment non plus s'enflammer parce que c'est un adversaire très faible. Châteauroux, ils étaient 18e, bon, voilà, ils n'ont plus de coach désormais. C'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Nicolas Usaï. Voilà, moi ce que je retiens à la toute fin, c'est qu'on est à 3 points du premier. Et je me faisais une réflexion la dernière fois, je pense que je préfère être à 3 points du premier qu'être premier. Chasseur que chassé. Je préfère être chasseur que chassé parce que c'est pas dans la psychologie de la préparation de tes matchs et tout ça, c'est pas pareil. Et moi, ça me convient bien et pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Puis on a 3 points, attention, mais là, à l'instant T, on vous parle, sauf s'il y a eu des ouvertures du score, mais il y a des matchs qui se jouent en retard. On pourrait être potentiellement à 6 points ce soir. Et c'est vrai que pour le moment, à l'heure où on parle, on est encore à 3 points, donc il y a eu des ouvertures de score, mais ça, je n'ai pas de direct sous les yeux. Henri, toi, ce TFC, ce qui t'a plu samedi soir? Oui, globalement, oui. On a vu quand même en première mi-temps une très grosse possession, mais qui me semblait un peu stérile. Jusqu'à la 30e, on avait du mal à trouver les attaquants. Bon, il y a ce penalty qui débloque un petit peu quand même largement la situation. On voit que derrière, ça va s'ouvrir un peu. Puis la deuxième mi-temps était vraiment satisfaisante. Moi, j'en retiens quand même, comme vous, que franchement, on a un tireur de penalty qui semble d'une sérénité incroyable. Il est impavide, il arrive tranquillement, voilà, il tire son penalty, ça semble ultra simple pour lui. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Et je dirais qu'on a aussi un excellent tireur de corner, parce que ce n'est pas la première fois que j'observe Branco van den Boomen au corner, et il n'en rate pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas beaucoup de ballons envoyés un petit peu n'importe où. Je trouve que c'est quand même intéressant. On a un milieu très, très solide qui a bien tenu le ballon, même si sur ce match, le même Branco, il en a perdu quand même pas mal, je trouve. Mais sinon, non, globalement, c'était satisfaisant. Mais c'est vrai que la Berrichonne a vraiment des problèmes internes, des problèmes il parle de refinancement, le départ du coach, enfin le limogeage du coach, enfin, c'était quand même l'équipe qu'il fallait battre parce qu'ils sont en plein marasme. Il y a un certain temps, on jouait du FC Relance, l'équipe qui relançait les autres, et là c'est l'inverse, on les a mis un petit coup sur la tête, mais bon, c'est le but aussi, c'est notre rôle cette année. Une chose intéressante qu'a dit Henri, une position stérile, je l'ai vu Emmanuel hocher la tête. Moi, je vais même aller plus loin. J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que des fois on manque un peu de verticalité, mais c'est peut-être aussi cette puissance du TFC de maîtriser ses rencontres et à un moment donné, peut-être d'imposer un peu plus un rythme un peu plus haut, mettre plus de verticalité et aller faire plus mal à l'adversaire. Emmanuel, est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Cette verticalité, elle a mis du temps à arriver quand même, parce que le but, on le met à la 38e grâce à un péno qui arrive un peu de nulle part, qui est sur une... Chanceux. Quoi? Chanceux le péno, parce que l'autre, il peut aimer la main, c'est totalement pas naturel du tout. Ça vient après 5 minutes où on domine un peu plus, mais en fait, en dehors de ça, sur la première mi-temps, on n'est pas très dangereux. On est un peu bloqué par Châteauroux qui joue en bloc et qui nous attend.
Et donc heureusement qu'on met ce but et après ça se libère effectivement parce que eux ils partent un peu à l'abordage et après leur défense se trouve complet et on a juste à faire des passes de 50 mètres verticales pour le coup et ça va tout seul. Mais effectivement c'est débloqué par un péno et ensuite on cloue le spectacle avec le troisième but sur un corner. Donc je dirais pas qu'on a été d'une folle maîtrise dans le jeu pour le coup. C'est pas la première fois que ça arrive. Après c'est bon signe qu'on sache gagner ces matchs-là et qu'on sache les gagner 3-0. Mais il faut pas être excessif. Glorifier ce résultat non plus. Ouais. Et puis globalement, on a une chance par rapport à d'autres matchs, c'est que vu que l'adversaire était pas très dangereux, il n'y a pas eu trop de corners défensifs à gérer. Ouais. Et cela dit, il y a un corner où c'est le feu totalement. J'ai revu le match et il y en a où on est à la rue. Je sais pas comment le ballon rentre pas même. J'avais pas fait gaffe sur le direct, mais. Et d'ailleurs, messieurs, les corners, on a fait un débat la semaine dernière où on était fébrile sur les coups de pied arrêtés. Mais cette semaine, j'ai envie d'inverser un peu la chose. On marque quand même énormément sur coup de pied arrêté. Enfin, on a marqué sur coup franc direct 2 fois, si je ne dis pas de bêtises, de Jaeger-Ilé. On a marqué des pénaux 5 fois. On a marqué des corners. Enfin, on est aussi fébrile défensivement que bon offensivement. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe de cette équipe parce que tu en viens à te demander comment. Enfin, je veux dire, pour avoir joué au foot, tu sais que quand tu es performant dans le secteur offensif de la phase arrêtée qui est le corner, tu te dis, en fait, il suffit de faire l'inverse, mais dans ta surface. Les têtes, un coup de tête vers l'avant. But, hein. Ouais, voilà, un coup de tête vers l'avant, il reste vers l'avant, qu'il soit dans ta surface ou dans l'autre, tu vois. Si tu arrives à les mettre, à prendre le dessus, à bien te placer, à avoir le feeling de ça, on sait pas, c'est un mystère, ça. Il y a une part de névrose dans le fait qu'on soit si mauvais défensivement. La réponse, ça peut pas être juste tactique là, quand c'est à ce point, à mon avis. Et je pense que les mecs ont peur maintenant, quoi. Mais on a quand même une force au coup de pied arrêté. Mais ça, on ne pourra pas. Ouais, bien sûr. Mais c'est parce qu'on a des l'enlever de la tête. Tout à l'heure aussi, on a des joueurs pour faire ça, quoi. Ouais. Et je pense que Mboumou n'est pas pour rien, Henri. Ouais. Il y a des pénaltys, des coups francs directs, mais il y a très peu. Là, on l'a vu avec Antis, même si c'est plus un CSC qu'un but d'Antis. Mais il me va le but d'Antis pour MTG. Je dis pas le contraire, mais il y a quand même pas tant que ça de buts sur des corners où on voit une tête et un but, quoi. C'est plus effectivement des coups francs et des pénaltys, quoi. Ouais. C'est vrai, peut-être qu'on n'a pas autant marqué sur corner. J'aimerais qu'on parle de Diakité, messieurs. Alors, on ne va pas faire de débat de Diakité-Roux, hein, on l'a déjà fait maintes et maintes fois. Mais Diakité, comme Mehdi nous l'a fait remarquer sur le groupe il y a quelques semaines, il a été replacé dans l'axe et Gabrielsen a bifurqué sur le côté gauche. Et alors, ce n'est pas l'assurance touriste non plus, ce n'est pas la sécurité sociale pour reprendre certains thèmes de la semaine dernière. Mais je trouve déjà plus intéressant Diakité dans cet axe central et Gabrielsen sur le côté que l'inverse. Est-ce que vous avez remarqué ça, vous, ou alors clairement. Ça reste fébrile, mais c'est quand même mieux, je trouve, non? C'est plutôt malin de la part de Garand. De toute façon, il a bien vu que Diakité était un peu en difficulté depuis le début de l'année. Et de le remettre dans l'axe, il est un petit peu couvert par les deux autres. Et c'était surtout pour ça que ça a été fait. Et effectivement, ça marche mieux pour lui. Je ne dis pas que c'est extraordinaire, hein. Oui, non, moi non plus. Mais c'est quand même une amélioration par rapport à avant. Non, effectivement, ça marche mieux. Après, sur la défense, effectivement, toujours les relances, c'est toujours pas la folie. Heureusement qu'il y a Spearing. Le mieux, c'est de donner des passes courtes à Spearing, que lui le fasse quand même, parce que les 3 derrière, j'ai dit, ils sont pas mauvais, mais c'est quand même pas des grands relanceurs. Mais donc voilà, après Gabrielsen, qu'on le mette dans l'axe ou sur le côté, il est toujours pas transcendant et c'est pas le Gabrielsen qu'on avait vu l'année dernière. Mais bon, ça fait le boulot en Ligue 2 pour jouer le haut de tableau, ça va très bien. Et puis non, effectivement, de toute façon, il n'y avait pas il n'y avait pas d'autre solution. Donc il fallait bien que Diakité joue et la meilleure position pour lui, c'était qu'il soit protégé dans l'axe. Et ça se passe très correctement pour lui. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'on est surtout en passe d'écrire l'histoire de la Ligue 2 parce que j'avais sorti cette stat il n'y a pas longtemps dans un papier depuis 10 ans sur tous les promus qui ont accédé à la Ligue 1 depuis 10 ans. Ils sont tous au moins dans le top 5 des meilleures défenses. Et là, au rythme où on est parti, on a un rythme de promu, on ne va pas se mentir, et on est toujours à la 14e défense, un truc du genre, quoi. Donc, on est vraiment en train d'inventer une manière de monter. Est-ce que ce n'est pas le football français qui change, hein, la Ligue 2, c'est la Bundesliga, quoi. Non, mais après, c'est peut-être une mentalité aussi qui change en France. On voit aussi que des équipes, alors là, on va un peu plus loin, on va extrapoler un peu, mais des équipes de Ligue 1 qui commencent à plus jouer, à essayer de moins d'être défensives. Peut-être qu'en Ligue 2, ça
Si on est parti sur ce principe-là, je crois à moitié à ce que je dis, mais Vous n'avez pas vu clairement Le Havre hier soir, hein. oh, le Havre, clairement, si, le double blog de but, Paul là. Le Guen était magnifique d'ailleurs. Enfin, on va en parler sur la prévue, mais l'autobus, c'est de retour. D'ailleurs, 3 est mené à Nancy là. Ah, bah, tu vois, voilà. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Pour nous, c'est une bonne nouvelle, en effet. Vincent, tu as des réactions des gens qui nous suivent? Pas mal de réactions, ouais. Donc, sur le match, on a Romain qui dit match piège que le TFC a gagné avec la manière. Cédric, Châteauroux faible et on gagne. Ce n'était pas le cas contre Chambly qui était aussi très limité. C'est vrai. Beaucoup de monde relativise les bilans car c'est vraiment faible en face. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler lors du débat. Le milieu A3, le milieu Benelux, comme il est souvent appelé, est quand même validé dans son ensemble. On a Romain qui nous dit que pour lui, Koné a perdu sa place au milieu d'ailleurs. Ah, je suis pas d'accord. Et ça part un peu sur le mercato. Il y a pas mal de personnes qui commencent à se projeter sur le mercato et la priorité pour le moment des internautes, c'est la défense, clairement. Défense centrale même. Je vais relancer Emmanuel sur Koné. Moi, j'ai Pas l'impression d'accord du tout? qu'il y a une petite enflammade sur Van Bomen quand même, parce que si on regarde ses matchs, même contre Niort d'ailleurs, il a un déchet monstrueux dans le jeu. En fait, c'est un mec qui a le défaut opposé de Koné, qui pour le coup porte trop le ballon. Van Bomen, il a le défaut inverse de toujours vouloir jouer en remise en une ou deux touches. Du coup, il perd des ballons parce qu'il n'est pas capable de jouer simple. Pour le coup, des fois, jouer simple, c'est juste temporiser un peu, garder le ballon. Et ça, il ne sait pas le faire. Il est tout le temps dans la recherche du déséquilibre qu'il ne trouve pas toujours, forcément. Et en dehors de ça, je pense que si on a eu du mal et en première mi-temps contre Châteauroux et qu'on a beaucoup fait circuler le ballon entre les trois de derrière, c'est parce qu'on ne trouvait pas un relais au milieu, parce que Van Bomen a plutôt tendance à décrocher. Et je pense que Koné aurait fait du bien dans cette configuration-là. Donc, à mon avis, il ne faut pas l'enterrer du tout. Puis je trouve qu'on est, pour le coup, un peu sévère avec Koné aussi, quand même, parce qu'il fait ses matchs. Si on en attend beaucoup de lui. Mehdi. Alors, j'ai peut-être un avis un poil différent d'Emmanuel. Moi, je pense que Koné sur le banc, c'est pas une sanction, mais c'est quelque chose qui peut lui faire beaucoup de bien. Parce que moi, j'ai l'impression que depuis le début de la saison, effectivement, on le voit que c'est un excellent joueur. C'est peut-être lui qui a le plus gros potentiel chez les jeunes. Mais dans le collectif, il avait beaucoup de mal. De temps en temps, lâcher le ballon, il avait beaucoup de mal à le faire. Et là, ce milieu, effectivement, 100% Benelux, avec des joueurs avec un peu plus d'expérience, des joueurs, Van Den Boomen est un moins bon joueur que Manu Koné si on prend juste ses qualités. Mais il a quand même un peu plus d'intelligence, un peu plus d'expérience et il nous apporte tout ça. Et c'est surtout une bonne solution pour faire souffler Koné, le faire réfléchir un petit peu et qu'il nous revienne encore plus fort qu'il ne l'est pour s'imposer et prendre la place d'un des trois au milieu. Et je pense qu'effectivement, le plus en dessous des trois, c'est Van Den Boomen, qui nous porte sur ses coups de pied arrêtés par sa simplicité de son jeu. Mais voilà, moi, je pense que ce milieu à 3, de toute façon, marche très bien et que le fait que Manu Koné rentre de temps en temps, ça lui fait pas de mal. Ça lui fait vraiment pas de mal et qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Et moi, j'avais l'impression que petit à petit, je ne dirais pas qu'il a pris le globe, hein, mais bon, il y avait 2-3 enflammades et 2-3 choses qui je trouvais assez moyennes de sa part. Henri, team Mehdi ou team Emmanuel? Un peu des deux. Ils ont des qualités tout à fait différentes, les deux, que ce soit Van Den Boomen ou Koné. Moi, je dirais que pour les matchs à l'extérieur, j'aurais plutôt mis Koné parce que je trouve que physiquement, il peut s'imposer plus que Van Den Boomen. Il me semble un petit peu plus gaillard. Je ne vois pas Van Den Boomen partir en percussion dans la défense. Je ne vois pas du tout. Mais le faire rentrer comme ça en fin de match, ça peut être intéressant sur des matchs avec des blocs défense resserrés, des matchs bloqués, mais il faudra pas l'enterrer, c'est certain, parce que c'est un garçon qui a du potentiel et du talent, mais peut-être qu'à domicile, il faut quand même plutôt jouer la sûreté au milieu avec notamment Van Den Boomen, qui, même si je suis d'accord, il laissait faire des fois des trucs très compliqués, alors qu'un peu de simplicité, ce serait pas mal, mais des fois, quand il réussit, c'est quand même joli. Moi, je suis pas d'accord, excuse-moi. Enfin, je trouve qu'il y a c'est un faux débat, en fait, ce débat sur le milieu de terrain, parce que je trouve qu'il n'y a pas débat à avoir. C'est-à-dire qu'on a un milieu de terrain où, que ce soit n'importe lequel des quatre qui jouent dans le milieu à 3, tu peux en prendre 3, tu peux les mettre au pif. Varane, il fait ça, plouf, plouf, lequel je mets, ça marche. Dans tous les cas, ça marche. Et là où c'est encore plus fort, c'est que ça permet de créer une concurrence qui, à mon sens, est saine
et de pouvoir faire souffler certains quand l'intensité du rythme des rencontres, c'est-à-dire quand on joue une fois 3 matchs par semaine, ça permet de faire souffler et tu perds pas en qualité. Donc, se demander si… moi, je trouve que Garand est assez intelligent dans sa gestion de son groupe. Et je trouve que c'est un faux débat parce que les qualités qu'a Koné, Van den Boomen, il te met une frappe de 35 mètres, mais il n'a pas la passe de Koné. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas… Il n'a pas la percussion de Koné. Van den Boomen a une meilleure passe que Koné, moi, je trouve. Ah, Mais attends, on va pas. Pour reprendre un peu tout ce qui a été dit et terminer sur ce que tu as dit, parce que ça résume plus ou moins ce que j'allais mettre en place. Si on résume bien, les gars, est-ce que c'est surtout pas une chance d'avoir ces 4 profils, qu'on ait une sortie de banc aussi intéressante, qu'on ait un Koné, un VDB ou un De Jagereux sur le banc, qu'on ait pour une fois, on va dire, une longueur d'effectif intéressante et qu'on peut s'adapter aussi en fonction du match. Les Koné et Van den Boomen n'ont pas forcément les 2 mêmes profils. Ça, je pense qu'on va tous être d'accord sur ça. Mais c'est ce qui va faire la richesse aussi de notre 11. Et en fonction du match, peut-être un Koné sera peut-être plus intéressant qu'un Van den Boomen ou vice-versa en fonction de l'adversaire. Si on comme ça. C'est surtout le seul secteur où on peut se permettre d'être satisfait, peu importe qui joue. Tu regardes l'attaque, si demain je te mets une attaque avec Vakun Bayo en pointe, tu risques de tirer la tronche. Si derrière tu prends, je sais pas, si tu derrière tu peux avoir des combinaisons qui ne marchent pas. Tout le monde n'est pas fan de Morera. Tu vois, il y a des trucs. Mais c'est vrai que c'est la sûreté de cette année, le milieu de terrain. C'est ça. Mais on a une richesse quand même qu'on va pas cracher dessus, messieurs. Cette concurrence, ça, je te rejoins vraiment sur ça, Samuel. Il y a une concurrence assez saine, je trouve. Et Garand, pour le moment, gère bien son groupe. Alors, est-ce que ça va durer? On ne sait pas, mais pour le moment, c'est vrai qu'il c'est assez intéressant. C'est assez intéressant ce qu'il fait. Et je trouve assez intéressant dans la manière de s'adapter à l'adversaire aussi. Parce qu'en fonction de quand tu joues à l'extérieur ou quand tu reçois un gros… ou ça, Patrice Garand sait sur quel levier il faut appuyer pour maximiser les chances du TFC de l'emporter. Et je trouve que c'est assez intelligent et ça prouve qu'il commence à bien connaître son groupe. Vincent, une question pour clore ce débat et qui va en ouvrir un sur les 2 dernières minutes avant qu'on passe au top et au flop. Ouais, c'était pas vraiment une question, c'est une réaction de Diane qui trouve que pour elle, Garand a enfin trouvé l'équipe type. Donc je voulais savoir votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce propos-là? Henri, l'équipe type, elle est là ou pas? Diakité au centre. Diakité au centre, ça me paraît pas mal. Mais Gabrielsen sur le côté, voilà, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu par Gabrielsen de manière générale. Mais sinon, à part ça, oui, effectivement, on peut penser qu'il y a une équipe type. Tant que Rissilé a un petit peu d'enthousiasme, il faut l'utiliser. Mais est-ce que ça va durer? Emmanuel? Ouais, non, moi, une équipe type, je suis pas sûr parce qu'on a des incertitudes derrière. C'est un peu ce que vient de dire Henri. Mais bon, la logique voudrait en fait que, si on se base sur les performances, que Diakité reste dans l'axe parce que moi, je pense que c'est là qu'il est le meilleur dans la défense à 3 et que Rouault reprenne sa place ensuite sur le côté gauche. Le problème, c'est que Gabrielsen a le on en a déjà parlé sur le débat. Et après, au milieu, bon, moi, j'aurais tendance à préférer Koné à Van den Boomen, mais à la limite, peu importe, c'est pas très intéressant d'avoir un 11 fixe dans une saison parce qu'il y aura des blessés et des méformes, mais c'est bien d'avoir un groupe de, on va dire, 16-17 joueurs qui sont fiables, et ce groupe, on l'a. Et il y aura probablement même pas de Coupe de France, donc on va juste avoir à jouer les 38 journées comme ça avec ce groupe-là, et il est prêt, et il est complémentaire, et il est varié au milieu, comme tu disais. Donc, c'est cool. Mehdi? Mais justement, il l'a dit à la fin, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est cool. Faut arrêter de ce putain de 11 type à la con, et il faut sortir de ça, de la tête des jeunes joueurs de football, moi qui suis éducateur, sortir de la tête de ces joueurs professionnels. L'équipe type, maintenant, dans une saison, c'est tellement dur, tellement éreintant que c'est 16, c'est 17 joueurs. Dans des grands clubs, c'est parfois, même Zidane, il avait 2 équipes complètes. Voilà, c'est vraiment ça, faire partie du groupe. Et effectivement, moi, je pense qu'on est sur 15-16 joueurs qui peuvent largement tous avoir le niveau. Au-delà, bon, c'est plus compliqué et il faudra s'adapter. Et c'est surtout ça qui est intéressant. Moi, devant, je ne suis pas sûr que l'attaque Adli Illier fasse un et Antiste, à un moment donné, il sera peut-être titulaire. C'est exactement ce que j'allais dire. Imaginons qu'il y ait un ou 2 blessés au milieu de terrain.
Adli, moi, en tant que relayeur, il peut très bien faire 3-4 matchs parce qu'il y en a un qui est suspendu 3 matchs et il y en a un qui est blessé pendant 2 mois. Tu vois. Voilà, il y a plein de choses comme ça. On a un groupe et en plus, c'est encore plus important, Mehdi, ce que tu dis, parce qu'il y a 5 changements par match aussi et qu'il y a des mecs qui commencent et des mecs qui finissent aussi. Dans la stratégie d'un match, dans la tactique d'un match, ça peut rentrer en compte aussi. Et puis même, comme dit Mehdi, tu vois, toi, expliquer à Gianni Santis, et tu dis que ça, c'est l'équipe type. Tu vois expliquer à Gianni Santis qu'il va commencer toute la saison sur le banc. Tu te vois expliquer à Manu Koné qu'il ne fera plus un match titulaire. Et c'est quand même des joueurs qui seraient titulaires dans n'importe quel autre club de Ligue 2. Hein. Ouais. Donc, équipe type, je ne suis pas trop d'accord. Allez, messieurs, on enchaîne vos tops et vos flops avant qu'on passe au preview. Dans les tops, j'avais mis Rissilé en pleine confiance, 4 titularisations, 4 buts. J'ai mis le clean sheet aussi parce que ce n'était pas arrivé depuis Amiens. Et c'est important à souligner. Et les coups de pied arrêtés offensifs, j'avais mis ça aussi. Je n'ai pas mis forcément de joueurs, même si comme ça, un Spearing et un Van den Buen m'ont quand même bien plu aussi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou quelqu'un? J'aime bien Spearings quand même. Oui, bien sûr. Parce que je trouve qu'il est vraiment très bon et qu'on le repère moins parce qu'il est dans un rôle de régulateur, comme ça en 6. Mais tu as tout dit. Quelle que soit la configuration du match, il est là en fait. Non, mais c'est le régulateur du jeu. S'il n'est pas là, tu vas vite le voir qu'il n'est pas là. Il a une faculté à faire le bon geste au bon moment. Il a une vision du jeu qui est particulière aussi. Il a cette capacité à transformer un ballon pourri en bon ballon, qui est quand même pas à la portée de tout le monde. Et moi, dans mes tops, je voudrais rajouter Diakité parce qu'il a son repositionnement dans l'axe de la défense, ça m'a vraiment convaincu pour le coup. Et puis le clean sheet conforte un peu cette idée-là. Ça prouve que la défense a fait un bon match. Et Diakité dans l'axe, j'ai trouvé très intéressant. Si ça ne tenait qu'à moi, Anthony Rouault est de retour de suspension pour le match contre Le Havre à la maison, merci. Pour moi, je laisserai Diakité dans l'axe et je sortirai Gabrielsen au profit d'Anthony Rouault. Mais voilà. On va y venir après. 3 semaines, tout le monde s'est foutu de ma gueule. On va y venir après sur les previews. Henri, est-ce que tu es d'accord? Tu vas ajouter quelqu'un? Tu veux mettre un flop peut-être? Je ne sais pas. Non, dans les tops, bien sûr, Spearings, parce que je trouve aussi que quand il lui arrive de perdre la balle, de suite, il va combattre pour la récupérer. Enfin, il a une volonté, je trouve, assez intéressante. Et pour moi, dans les flops, malheureusement, enfin, je ne veux pas l'accabler, le pauvre garçon, mais Gabrielsen, il n'est pas au niveau d'un international, pour reprendre une phraséologie garandesque. Il n'est pas. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, Gabrielsen. Tu sous-entends qu'à l'entraînement, il n'est pas bon? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne vois pas l'entraînement, mais je trouve que, on dit de Koulouris, il n'est pas au niveau d'un international. De Rissilé aussi, hein, mais ça, il ne faut pas le dire, c'est une insulte. C'est un gros mot. Commence pas, toi. Pardon. Dans les flops. Et Andy Delors, il a marqué 4 buts en 5 matchs aussi. Hein. Vincent. Mais il n'était pas à jeun. Du coup, dans les autres réactions, il était à Toulouse. Magnifique. Spearing a été cité dans les tops. Je ne sais pas si vous l'avez cité, parce que je ne vous écoute pas, je fais autre chose en même temps. Et Gabrielsen est souvent cité dans les flops. Il revient beaucoup. On n'est pas écouté. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Messieurs, on va passer à la preview. Le match TFC Le Havre. Donc, Le Havre qui a joué hier face à Clermont et qui a fait un joli 0-0 des familles face à nos amis Clermontois. Ils sont 13e, dynamique sur leurs 5 derniers matchs de 3 nuls, 2 défaites. C'est clairement le ventre mou de la Ligue 2. Mais bon, après, avec cette Ligue 2, on réalise une petite série. S'ils gagnent leurs 2 matchs, ils peuvent vite rattraper le wagon de tête. Donc, ça peut aller vite. Mais bon, pour nous, on les reçoit à la maison. Ce n'est pas non plus un concurrent pour la montée, mais c'était un outsider de début de saison. Ils ont des bons joueurs, attention. Hein. Oui, voilà, ils ne sont pas sur une belle dynamique, mais comme tu l'as dit, il y a des bons petits joueurs. Ça va être peut-être, par rapport à Pau, le match à ne pas perdre et vraiment à gagner à domicile, à bonifier notre bonne dynamique.
quel 11 vous voyez pour nos violets samedi? Alors, on va crever l'abcès direct. Hein. Retour de Rouault, il rentre dans le 11 ou pas? Là, c'est compliqué parce que Il le fera pas. c'est de la politique limite en fait là. Voilà, il le fera pas. Si tu sors Gabrielsen, après, je crois qu'il a jamais soufflé Gabrielsen en fait. Donc là, pour le coup, tu peux te le permettre sur un match et Sachant qu'on rejoue à Pau, ou alors il soufflera à Pau peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Il est parti avec la Norvège après, il a beaucoup joué en fait depuis le début de saison. Gabrielsen. Donc, ça pourrait être un prétexte pour le sortir et éventuellement si la défense à 3, Amiens, Diakité, Rouault marche bien, ensuite ça peut être pour le coup vraiment un prétexte pour l'installer durablement. Mais il faut un sacré prétexte là parce que tu vires ton capitaine, tu le fous sur la touche et tu lui envoies un message, et le même qu'à Koulouris. Non, mais à Pau, je pense qu'à Pau, avant les fêtes, tu as, comme il vient de dire, il a enchaîné beaucoup de matchs, les voyages en Norvège. On a un deuxième match 3 jours après. Tu peux lui dire, on te fait souffler, Anto joue un petit peu. Tu vois, avant les fêtes, c'est le petit cadeau de Noël, entre guillemets. Bon, j'extrapole. Hein. Mais c'est difficile, à mon avis, c'est difficile pour Garand de se désavouer, puisque c'est lui qui a choisi Gabrielsen, c'est lui qui a voulu l'installer comme capitaine. Et d'ailleurs, je trouve pas qu'il incarne le capitaine du TEF. Et c'est difficile pour Garand de se dire je vais le mettre de côté, parce que ce qu'il risque à faire, c'est que cette défense sans Gabrielsen risque de marcher et de plaire. Et alors là, pour le faire re-rentrer derrière après, ce serait compliqué. Tu peux pas. Là, oui. Oui. Dans tous les cas, on sait très bien que le vrai capitaine, c'est les Jagereux. Le capitaine du sportif, en tout cas, même si sur le terrain, c'est peut-être pas celui qui crie le plus. J'avoue que j'ai pas jeté un coup d'œil, mais dans tous les cas, tu sais très bien que Patrice Garand, à la cellule de recrutement du TFC, il cherche activement un défenseur central. Pas pour rien. Dans tous les cas, c'est pas anodin quoi. Gabrielsen, s'il la voit pas, l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête, et en ce moment de Chin avec Noël, ils font deux lunettes achetées pour 1 euro de plus. Il faudrait peut-être qu'il en profite quoi, parce que il y a que lui qui le voit pas quoi. Voilà. Ouais. Bon, écoutez, du coup, dans la tête de Garand, on laisse Gabrielsen, même si je pense qu'on a tous envie de voir Rouault. Comment? T'as dit quoi? Après, l'autre question, puisqu'on parlait de la compo, c'est qu'est-ce qu'on fait au milieu? Est-ce qu'on remet Koné aussi? Voilà, j'allais y venir, parfait. Ouais. Écoute, Emmanuel. Sinon, ça fait quand même 3 matchs sur le banc d'affilée. Et là, pour le coup, ça voudrait quand même un peu dire qu'il est redescendu dans la hiérarchie. Et moi, je ne suis pas persuadé que ce soit une très bonne idée de faire ça. Moi, je remettrais Koné. Mais bon, après, il y a aussi des tactiques que j'ai pas, parce que je ne connais pas assez le Havre. Mais... T'enlèverais qui? Van den Bomen. Moi, je trouve vraiment qu'on est un peu trop gentil avec lui, même si il a pour lui d'être décisif et c'est pareil. Il a pour lui d'être, à mon avis, un profil plus offensif que Koné, tu vois. Ouais, mais je suis pas convaincu de ça. Ouais, mais plus offensif. Mais après, si Koné te permet de mettre plus de liens entre ton milieu et ta défense, tu gagnes plus en fluidité de jeu. Donc après, effectivement, il sera moins présent dans la surface adverse. Mais... En fait, il faudrait un mix des deux. Koné, il est pas bon sur la dernière passe. Il n'a pas ce QI football entre guillemets que Van den Boomen a et qui recherche trop. Mais Van den Boomen ne percute pas assez comme Koné peut le faire. Il faudrait une espèce d'évolution Pokémon entre les deux là. Mais là, t'as Oussem Aouar ou un mec qui joue le haut de tableau. Ça, il serait pas chez nous quoi. Et ça, si t'es un Lyonnais, ça y est, il est de retour, Mehdi. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ouais. Juste pour un truc. Je ne sais pas si Le Havre joue tout le temps comme ça, mais pour avoir vu Clermont Le Havre hier, même si Clermont est une des seules équipes à jouer très bien au foot en Ligue 2, Le Havre, c'est tous derrière, d'accord, et un jour les contre-attaques. Mais il n'y a rien dans le jeu, mais rien du tout. Donc je pense que chez nous, ils vont aussi se mettre derrière. Et si je me dis qu'il n'y a pas d'espace, moi je continue avec Van den Boomen et pas avec Koné. Si je me base là-dessus. Après, peut-être qu'effectivement, il prendra le côté psychologique en compte, mais tactiquement, la logique voudrait qu'il continue avec ce milieu à 3 parce que Le Havre joue très très bas et en plus à l'extérieur. À mon avis, ils ne vont pas venir faire du football à Toulouse. Hein. Vu la dynamique qu'on a, la dynamique qu'ils ont, Paul Le Guen en plus en tant qu'entraîneur, c'est pas le plus grand. L'année dernière, Le Havre, ils ont toujours, mais l'année dernière, il était meilleur passeur du championnat, Fontaine au milieu de terrain. C'est un Réunionnais et cette année, il passe dans la saison comme un fantôme. Voilà, aussi quand même. Ils ont perdu Kadewere. Ils ont perdu Kadewere. Ils avaient le meilleur passeur de Ligue 2 et Kadewere. Cette année, Fontaine, voilà, comme je disais, il est en plus grande difficulté et Kadewere a fait ses valises du côté du Medi FC. Donc,
forcément, c'est plus compliqué et ils arrivent avec une dynamique assez négative, quoi. Ça fait 8 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Ce serait le bon moment pour continuer à jouer les chasseurs. Allez, pour enchaîner, Henri, tu vois quel duo d'attaquants face au Havre? Je pense qu'il est, on peut penser ce qu'on veut de lui, de son niveau technique qui est digne d'une départementale, mais en tout cas, pour l'instant, il est super motivé, il est dedans, il faut continuer à faire confiance à Eli. Et puis derrière, Amin Adli, qui est un peu libre, on voit que c'est pas un attaquant 100%, il fait un peu le joueur libre autour et moi ça me plaît bien et il fait des bonnes passes en plus et donc moi je ne changerai pas ce duo d'attaquants et puis faire bien sûr rentrer Antiste en fin de match pour achever le Havre. Messieurs, ça valide? Ouais, allez. Moi, je pense que Illy est un peu en sur-régime pour l'instant, mais là, tu peux pas le sortir. Ouais, mais tant que ça marche. D'affilée, ben voilà. Ouais, voilà. Et attention, le gros mot, tu vas te faire insulter sur Twitter, toi. Ouais. Attention, c'est le lot de tous ceux qui critiquent. J'espère me tromper, hein, mais non, mais après, moi, il m'a surpris, hein, Illy. Bon, on va pas refaire le débat à chaque fois, mais. Non. Mais bon, bref, j'ai plutôt un avis positif sur lui, évidemment. Mais... Ce débat me fait penser, pour les plus anciens qui nous écoutent, à l'époque de Todibo, quand il nous avait fait un petit coup là. On y avait passé pendant 2 mois. Pendant 2 mois, toutes les émissions, il y avait un coup sur Todibo. Au bout d'un moment, c'était genre, stop, on arrête. D'ailleurs, Todibo qui a une belle réussite à Benfica, voilà, on l'embrasse. Qui a bien réussi sa carrière depuis son Vos départ pronos, de messieurs. Barcelone. Vos pronos, il va y en avoir 2 puisqu'il y aura TFC Le Havre et TFC Pau. Et d'abord, on va commencer par TFC Le Havre, bien sûr, enfin Pau TFC, pardon. Et on va commencer par Samuel. Pour TFC Le Havre uniquement, s'il te plaît. Mais il me semble que Mehdi voulait dire un mot sur Isilé, mon cher Camille. Il est frustré là. Ouais, mais il est 20h38 et on ne va pas avoir le temps de tout faire. Il reviendra. Un petit mot, laisse-le, le pauvre. Non, les gars, on n'a pas le temps. Allez, on enchaîne. Non. Bon. Putain, mais sérieux, quoi. Il est 20h38, les gars. Ah, c'est la dictature ici, mon pote. Non, il y a le débat. Tu pourras parler pendant le débat. Essaie de le caler pendant le débat. Écoute, pour Toulouse-Le Havre, je nous vois gagner difficilement parce que ça joue dans un bloc très resserré. Donc, je dirais 1-0 avec un but d'Antiste qui sort du banc. Ok, 1-0. Henri. Moi aussi, je verrais bien 1-0, mais comme ils vont bétonner derrière, ils vont finir par faire une faute. Il y aura un pénalty que l'inévitable Spearings va transformer. Mehdi. J'en sais rien, tu m'as saoulé. Non, je vois 2-1. 2-1, but d'Antiste et de Machado. Et Yves qui nous dit TFC Le Havre 1-0, Vandenboomen. Oh, alors, attends, tu me perds. Là. Yves, VDB 1-0. Pau TFC 0-2, il est Antiste. Qui ça? Attends. Ah, plus tard, Pau. Machado déjà et qui? Antiste. T'aurais dit il est, t'aurais pu claler ton truc. Non, j'arrête. Vincent. Je vais dire 1-0 pour le TEF, but d'Antiste. Ce serait une copie conforme du but que Landreau prend pour le 1-0 là, avec Elmander. À une belle époque du dernier TFC contre Paul Le Guen. Vous voyez le but bien dégueulasse? Oui. Voilà. J'allais t'appeler Elmander, mais c'est Emmanuel. ouais, voilà, c'est lui. Emmanuel. Moi, je vais dire 2-0. Et qui c'est qu'on va mettre De Jaegereux et Koné. Ok, moi ça va partir sur un bon 0-0 des familles. Parce que c'est la spécialité du Havre en ce moment. Et du match à 15h de Beansport surtout. Pau TFC, je vais prendre Yves d'entrée. Tu m'as dit quoi, Samuel? On est sur un 2-0, un 0-2, il est Antiste. Ok, Sam enchaîne sur le prono. Ouais, c'est dur de se projeter 2 matchs en avance parce que si tu passes totalement au travers, un partout. Je m'en contenterai honnêtement. Si on commence à faire des nuls à l'extérieur et qu'on gagne chez nous, je m'en contenterai. Un partout avec un but de Amin Adli. Henri. 2-3
avec je joue un score serré, mais on va s'en prendre encore. Mais je pense qu'on peut en mettre quelques-uns à Pau avec sans doute un doublé d'Illet et un but d'Amine Adli. Illet, on va le vendre 40 millions prochain mercato. Mais oui. On a dit qu'en avril, il y avait le débat est-ce que Illet sera à l'Euro? Donc, fais gaffe. Mehdi 0-0. Il y sera forcément. Il y a Jamie Vardy qui est vu qu'on le Vincent. Jamie Vardy du TFC. N3, Konsankan, Diakité et Bayo. Et mettez votre maison là-dessus, ça passe. Tu m'as dit quoi? Alors, Konsankan, Bayo. Non, mais Bayo. j'ai pas compris le résultat. N3, donc 3 pour l'équipe à l'extérieur et 1 pour Ça va, l'équipe à merci. domicile. J'avais pas compris le 1. Bayo, il a dit. Bayo, CSC et Machado? Non, Diakité. Diakité, c'est pareil. Diakité, mon prono là. Manu. Moi, je vais dire un partout. Avec un petit but de Giannis Santiste. Ça ferait 3 victoires d'affilée sinon. Ok, moi. Ça sent le TFC Chambly, cette histoire. 1-2. 1-2. 1-2. D'accord. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Micro. Doublé, d'Illet. Moi, je surcoté quand même, il faudrait qu'on en parle un de ces jours. Ouais, c'est vrai qu'il fait un peu débat, je trouve. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Allez messieurs, on enchaîne avec le débat. Tiens, la transition est presque toute faite. Le niveau de la Ligue 2 est-il faible pour vous? On s'est posé la question dans le groupe là, parce qu'on a une impression générale que le TFC est supérieur dans beaucoup de domaines, dans beaucoup d'équipes, mais que nos matchs ne sont pas vraiment maîtrisés. On n'a pas vraiment de match référence. Enfin, on en a encore parlé par rapport à Châteauroux. Hein. On gagne, on est là. Surtout, c'est une équipe très faible. On n'est pas non plus en mode « Waouh, le TEF a assuré ». Donc, du coup, on s'est posé cette petite question. Est-ce que pour vous, Ça, c'est deux débats différents. Comment? C'est deux débats différents. Il y a un débat sur le niveau du TFC et le niveau de la Ligue 2. Non, moi, ce que je te dis par rapport au TEF, c'est qu'on s'est dit et on parle de Châteauroux. On ne dit pas que le TEF a maîtrisé. On dit surtout que l'équipe est très, très faible. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Donc, on va s'intéresser à ça. Est-ce que pour vous, cette Ligue 2 est-il faible, messieurs? Vincenzo. En tout cas, sur ce qu'on a vu jusque-là, c'est ce qui ressort à chaque fois, que ce soit les réactions des supporters toulousains ou des supporters adverses. C'est le constat. Ce n'est pas un Toulouse flamboyant, mais c'est un Toulouse qui paraît quand même vraiment au-dessus. Il y a pas des équipes qui n'ont pas vraiment les ingrédients pour lutter ou les armes pour lutter contre Toulouse, de ce qui se dit. Ce qui marque beaucoup, c'est aussi le fait qu'on ait un petit peu loupé le début de saison. Il y a pas mal de personnes qui ont trouvé que si sur les 5 premiers matchs, on prend tous nos points, là, on est déjà largement en tête, on a déjà plié le championnat pour ce qui ressort des commentaires. Mais après, il ne faut pas oublier aussi qu'on n'a pas non plus joué toutes les grosses équipes. Mais pour le moment, de ce qu'on a joué, il y a vraiment quand même un écart assez impressionnant. On parle d'un top 6 en Ligue 2 qui semble au-dessus, c'est aussi ce qui a l'air de se dégager au classement, mais c'est vrai que l'écart entre ce groupe de tête, en tout cas dont le TFC fait partie, et les autres a l'air assez important. Quand tu dis on n'a pas eu toutes les grosses équipes, à part le PFC. Et le PFC, c'est le bon moment de les jouer en plus. Oui, en plus, c'est le bon moment de les jouer. Qui c'est qu'on n'a pas joué devant? Il me semble qu'on a une équipe ou deux. Hein. C'est tout? Je savais qu'il y avait d'autres équipes. Ouais. Non, Niort, Le Havre, Troyes, Grenoble. C'est vrai, oui. Ah ouais. Moi, Attendez, je vous trouve ça de suite. Caen. Caen, c'est vrai. Ah oui, du Prasico. Puisque le mois de janvier sera terrible. On joue sur les 7 matchs, on joue ils sont dans les 9 premiers tous. On joue toutes les. Ouais, c'était ce mois-là que je pensais plutôt sur la phase là. Henri. Oui, c'est vrai qu'on pourrait reposer cette question-là début février pour voir comment on a passé le mois de janvier et comment ces équipes qui sont plus haut dans le haut du tableau se comportent vraiment sur le terrain face à nous. C'est vrai qu'on a affronté pas mal d'équipes de bas de tableau. Est-ce qu'on n'a pas une vision un peu déformée? Donc, il faudra voir comment elles se comportent, comment elles se comportent actuellement d'ailleurs. C'est vrai que le Paris FC semble un petit peu marquer le pas.
Mais après, je crois qu'il faut être un petit peu humble et un petit peu patient. Si on fait un bon mois de janvier et en février, on pourra se dire oui, on est vraiment au-dessus, ou les autres sont plus faibles que nous, mais attendons un peu. Moi, je pense que on trouve que la Ligue 2 est faible parce qu'on a un budget et des joueurs d'une qualité qui ne sont pas. On n'a pas une équipe de Ligue 2. On a une équipe qui pourrait jouer. Tu mets la même équipe l'an prochain au départ de la saison de Ligue 1 avec une confiance retrouvée. Les qualités de ce milieu de terrain hormis un ou deux éléments comme l'attaquant ou un défenseur que tu peux changer au mercato. Mais ça ne te choquerait pas que ça débarre en Ligue 1? Non, du tout. Tableau, C'est pour ça peut-être qu'on trouve que le niveau général de la Ligue 2 est faible. Après, c'est sûr que techniquement, quand tu vois Châteauroux l'autre soir, c'était difficile de passer 3 passes. Ils étaient à domicile, leur projet de jeu pendant 25 premières minutes, c'était de bétonner, d'attendre, essayer de ne pas subir l'ouverture du score. Et ça fait partie du jeu de la Ligue 2 aussi. On le savait quand on est descendu. On savait que de toute façon, le championnat de Ligue 1 déjà n'est pas réputé pour être le plus flamboyant d'Europe. Alors la Ligue 2, il fallait se douter que c'était un niveau en dessous. Donc est-ce que l'équipe est faible? Est-ce que les équipes sont faibles? Pas tant que ça, parce que quand tu vois Clermont qui développe du beau foot, là ce soir, tu as un Nancy 3, il y a déjà 2-2, ça va d'un but à l'autre. En fait, c'est un peu toujours pareil, quoi. Tu te dis que autant tu peux tomber sur une purge comme hier, là, le match, c'était de la Clermont, où tu peux tomber sur une purge et te faire tuer royalement, ou alors tomber sur des 5-4, des trucs comme ça. Moi, je trouve que le niveau, il est pas faible, il est pas homogène, donc hétérogène, voilà. Après, messieurs, est-ce qu'on s'emballe pas un petit peu, là, entre guillemets, dans le sens où surtout, on a des équipes faibles, mais regardez Chambly et Guingamp. Ils étaient faibles, ils étaient très très faibles. Est-ce qu'on a gagné pour autant ces matchs? Non. Et j'attends de voir Chambly au stadium, par contre. non, mais je dis pas. Sur un match, tu vois, Guingamp, je suis désolé, qu'est-ce qu'ils nous ont montré Guingamp? Bon, après, on leur offre un peu de but, j'ai envie de dire, entre guillemets, le penalty, le fameux corner. Même Chambly, c'était faiblard, mais c'est pas pour autant qu'on a pris 6 points sur ces 2 matchs. Donc, oui, il y a de la faiblesse technique, et ça, je te rejoins, je pense qu'on a un milieu de terrain. En fait, je pense que notre milieu de terrain, techniquement, rayonne sur cette Ligue 2, et que je pense pas qu'on ait une équipe de Ligue 2 qui peut avoir un aussi bon milieu de terrain, aussi complet que le nôtre. Mais après, on a quand même des carences dans notre équipe qui rejoignent d'autres équipes aussi. Je ne sais pas si c'était très clair, mais… Ton micro, Manu. Emmanuel? Yes. Ouais, non, mais après, se demander si la Ligue 2 est faible ou pas, c'est aussi se le demander en fonction des années précédentes, quoi. Et moi, j'avoue que c'est la première année que je suis autant à la Ligue 2. Et donc, je ne sais pas ce que ça donnait avant. Et moi, je n'ai pas l'impression que ce soit si… Je pense effectivement que notre regard est biaisé par le calendrier qu'on vient d'avoir, là. On a commencé très fort avec plein de grosses équipes contre lesquelles, pour le coup, on n'était pas encore prêt. Et après, là, on a eu cette série avec des équipes comme Chambly, Guingamp, Niort. Quoique Niort avait fait un bon début de saison, mais quand on les a joués, c'était quand même vraiment pas fou. Donc, je pense que notre regard est biaisé par ça. Mais si on regarde les 6 premiers, jusqu'à Caen, il y a des vraies belles équipes et des équipes qui développent du jeu. Clermont, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais c'est une équipe quand même qui a une identité de jeu, mais qui est plutôt plaisante à voir. Auxerre, c'est pareil, ils ont une attaque de feu. 3, ça joue vraiment bien. À 3, il est obligé de battre la station avec City, avec le groupe de City derrière. Ouais, mais ça, c'est pour l'instant, il l'a pas encore. Il n'a pas pu recruter tant que ça cet été. Il a même non, pas. Mais il a des conditions de jeu. On en avait un peu évoqué quand on avait présenté le match, mais le City Group leur met beaucoup de pression. Il faut que statistiquement, il ait la possession dans tant de domaines, tant de passes. Enfin, il y a un vrai projet de jeu et Batles, il n'est pas. Ouais. Il n'a pas les mains liées, mais bon. Mais du coup, pour le coup, pour l'instant, ça marche. Voilà, apparemment, il galère un peu à Nancy, mais moi, à chaque fois que je les ai vus, 3 cette année, j'ai trouvé que c'était vraiment très solide. Au moment où tu dis ça, 3 vient de marquer le 3e but et il repasse devant Nancy. Voilà. Et le problème, c'est que notre championnat, c'est ces équipes-là. Ouais. Et 3 d'ailleurs prend 6 points sur le TFC, si je ne dis pas de bêtises. En gagnant, oui. Ouais. Mehdi, on t'a pas entendu, parce que toi, la Ligue 2, je sais que tu la suis un petit peu, parce que tu es toujours du genre de nous sortir des petites pépites quand on fait des mercatos. Là. Ton avis? Non, moi je pense que c'est une Ligue 2, on va dire, plutôt classique, voire plus dure que d'autres années.
pas en termes de jeu, mais en termes justement d'homogénéité dans le haut du classement. Il y a certaines équipes qu'on n'attendait pas forcément. Justement, toutes les équipes attendues sont là. Et il y en a même une ou deux, comme Guingamp par exemple, qui sont un peu en dessous, mais ça pourrait se remettre à flot. Je pense aussi à Sochaux, qui avait fait un bon recrutement et qui pour l'instant ne confirme pas trop, mais qui pourrait emmerder du monde en deuxième partie de saison. Et non, c'est assez classique. Et puis, la Ligue 2 change un tout petit peu. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pratiquement que des équipes qui ne jouaient pas au foot. Il fallait aller tout le temps au combat, etc. Et puis là, on a quand même le Auxerre de Jean-Marc Furlan qui se met petit à petit en place. Il y a Pascal Gassien à Clermont. Clermont, de toute façon, on l'a vu hier, ça joue au foot. On l'avait vu contre nous, d'ailleurs, ils nous avaient dominés à la maison. On avait beaucoup souffert. Leurs latéraux sont très intéressants, surtout à gauche. Il y a 3 aussi, comme vous l'avez dit. Après, bon, le Paris FC, écoute, c'est une équipe solide qui a l'expérience de ce niveau-là. Caen, c'est Duprat, hein, mais il a un gros effectif. Il a de très bons joueurs. À Caen, il y a de très très bons joueurs. Même si on reviendra sur la qualité de jeu, bon, c'est pas génial. Bon, voilà. Après, non, moi je trouve que c'est une Ligue 2 plutôt classique et avec toujours beaucoup de matchs pièges. Et voilà, mais ça ressemble un petit peu à la Ligue 1 en fait au final. Sauf que nous, on était habitués à jouer. Ça s'appelle 2, non? Pardon? Sauf que ça s'appelle 2. Il y a la Ligue 1 et c'est. Ouais, mais ça ressemble un peu à ça. Sauf que nous, quand on était en Ligue 1, on faisait partie des équipes, Pau, Rodez, tout ça, et qui jouaient le plat de classement. Et là, nous, on se retrouve dans les équipes du haut, mais c'est un peu la même chose. Voilà. Après, il n'y a pas d'ogre qui domine comme en Ligue 1 les dernières années. Mais bon, voilà, franchement, c'est un niveau plutôt, on va dire, normal pour la Ligue 2 et qui sont très faibles techniquement, mais qui compensent par beaucoup de dépenses dans les duels, etc. Et voilà, c'était attendu de toute manière. Et moi, je le dis, j'adore cette putain de Ligue 2. J'ai presque pas envie qu'on monte et de refaire une année de plus là. Je sais pas pourquoi, je m'éclate à avoir des matchs contre Chambly et j'en ai rien à branler quand on joue Saint-Etienne ou Strasbourg, quoi. Je préfère jouer, quitte à avoir un match pourri, je préfère à m'attendre, et c'est bon, on joue Chambly, je sais que ça va être pourri, tu vois. Voilà, je préfère ça. Vincent, tu as une réaction de Yves. Oui, mais Yves qui va dans le sens de Mehdi. Donc, la Ligue 1 n'est pas déjà d'un niveau folle. Donc, le niveau est juste logique entre la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est un peu ce qui ressort aussi dans les commentaires, comme quoi le top 5 Ligue 2 peut avoir un niveau autour de la 12e, 15e place en Ligue 1 aussi. Top 5 Ligue 2, 12e à 15e place. Oui. En galérant. Et regarde le RC Lens, ils sont 8e. Ils ont beaucoup changé quand même. Ils ont recruté des mecs comme Fofana et tout. Oui, d'accord, mais ils jouent avec Fortes, avec Cahuzac, ils jouent avec des mecs qui pourraient être chez nous. Hein. Oui. Mais vas-y. J'y étais d'ailleurs. C'est simple le niveau. Qui pourrait être chez nous en Ligue 2, je veux dire. Tu vois. Pour le coup, je pense qu'on a des mecs qui sont titulaires en ce moment et même Spearings, que j'adore, je pense qu'il a une lenteur qui est peut-être un peu rédhibitoire quand même sur certains matchs de Ligue 1. Ah, mais c'est sûr que si tu lui mets. C'est super en Ligue 2, mais à mon avis, sur une série avec toi. Catastrophique en Ligue 2. Et si tu regardes Dijon, ça va pas très vite non plus. Entre le 12e de Ligue 1 et le 8e de Ligue 2, pour moi, il n'y a pas d'énorme différence. Hein. Tu jettes la pièce, quoi. Voilà. Et tu fais la différence sur un ou deux mecs. Mais sinon, le niveau, c'est pratiquement le même en France. Entre le 12e, je te dis, de Ligue 1 et le 8e de Ligue 2, c'est une équipe pourrait se battre pour le maintien. Tu mets Auxerre, Clermont, peut-être pas Auxerre parce que c'est Furlan, mais tu mets le Paris FC, etc. en Ligue 1 et ils peuvent se battre pour le maintien, ne pas être ridicule. Ouais. Henri, tu auras le mot de la fin. Non, je pense que moi, je ne connais pas assez la Ligue 2, comme Mehdi, pour pouvoir dire si c'est vraiment faible ou pas. Mais ça me paraît, en tout cas dans les 8 premiers, assez effectivement homogène. Et puis derrière, c'est un peu plus éloigné. Voilà. Mais j'ai pas assez de recul pour pouvoir vraiment avoir un avis très tranché. Et Yves qui nous rappelle que le RC Lens joue avec Issa Gassi là. Et il a bien. Lens, c'est le Toulouse bis quand même, on va se mentir. Jean Fortes, Cahu. Michelin, oui. Elmander dans la surface 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Elmander, la frappe d'Elmander. Allez messieurs, on
On va Merci, terminer Laurent. cette émission. Ça va être le moment d'Henri. Il est venu expliquer pour ça. Il n'attend que ça depuis 55 minutes. Il nous en ramène des messages en privé. C'est quand l'interview? C'est quand l'interview? Non, c'est pas vrai. Henri, c'est ton petit moment. C'est l'interview supporter. Mais déjà, on va commencer par le début. Quel âge tu as, Henri? 48 ans. Ah, du coup, là, on va pas avoir les mêmes joueurs, les gars, que les derniers temps, à mon avis. Là. Depuis combien de temps tu supportes le TEF? Depuis août 86. Ah. C'était un 5, c'était mon premier match au stadium. C'était un 5-0 contre Brest. Et c'était quelques semaines avant le 1er octobre 86. J'allais te dire, est-ce que tu étais de l'aventure TFC Naples? J'étais de l'aventure TFC Naples. Alors, j'étais dans le virage ouest. À l'époque, le COP principal était dans le virage ouest. Il y avait des énormes piliers. Enfin, on ne connaît pas ça, mais il y avait des énormes piliers qui tenaient le toit du stadium. Donc, il fallait arriver de bonne heure parce que sinon, on se retrouvait derrière un pilier, on ne voyait rien. Donc, voilà, c'était vraiment une autre époque, quoi. Comment tu es devenu supporter du TEF, du coup, ce match face à Brest? En fait, c'était des amis qui m'amènent voir le TEF. Moi, j'étais pas spécialement supporter du TEF ou quoi, mais je sais pas, l'ambiance, le moment, etc. Je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire. Et puis, je les ai suivis. Et puis, il y a eu, c'est vrai, ce match invraisemblable contre Naples. Et depuis, je les suis régulièrement, même si je suis un peu éloigné, je suis dans le Var, mais j'essaie de suivre au maximum l'équipe avec ses hauts et ses bas. Ton meilleur souvenir, Yves, n'importe quoi, Henri? Alors, mon meilleur souvenir, j'ai 3 très bons souvenirs. Allez, 3. La remontada, c'est certainement un super souvenir parce que c'est vraiment avec ce match à Angers exceptionnel. Et puis, j'ai souvenir, alors ça vous parlera peut-être un peu moins. J'ai un souvenir, d'abord j'ai le souvenir de la qualification pour la Ligue le tour préliminaire de la Ligue des Champions avec face à Bordeaux et avec Elmander. Mais surtout, j'ai le souvenir de l'accession de National en deuxième division à l'époque. Je ne sais pas si ça s'appelait déjà la Ligue 2, mais c'était la deuxième division. On avait été rétrogradé en National et à une saison, on a réussi à remonter en Ligue 2 c'était Eric Mombers, le coach. Les Pitchouns, la fameuse génération des Pitchouns. Ton pire souvenir? Mon pire souvenir, il est juste un peu avant ça, en 2001. En juillet 2001, c'était non seulement la rétrogradation sportive, la rétrogradation administrative parce qu'il y avait un trou béant et c'était le dépôt de bilan. Le club était ruiné et on ne voyait pas, on ne savait pas s'il y aurait un repreneur ou si, et il y avait le risque aussi de perdre le statut professionnel. C'est-à-dire de ne plus pouvoir recruter de joueurs professionnels. C'était vraiment tangent. Alors, bon, ça c'est Sadran qui arrive et qui relève tout ça. Donc, c'était à la fois le pire souvenir et puis l'année suivante, le meilleur souvenir avec la montée de National en deuxième division. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Petit, c'était Tarantini, parce que j'admirais sa façon de défendre, on va dire, très musclé. Et puis après, c'est certainement, j'ai beaucoup aimé la période de Gignac. Il semblait qu'on donnait le ballon à Gignac et puis il se débrouillait, il marquait, il n'arrêtait pas. Une grande balle vers devant, c'était pas compliqué le jeu à l'époque. Ah oui, c'était tout sur Gignac et puis débrouille-toi Gignac. Capou, un grand ballon sur Gignac. Ficelle. Voilà. C'est facile le foot quand c'est comme ça. Et tu finis 4e. Ouais. Parce que tu fais 0-0 contre Lyon la dernière journée. Si tu devais, oula, je vais me faire engueuler. Attention. Si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Ricilé ne compte pas. Panchi Seriex pour sa fidélité au club. Ouais. Ouais, il y en a pas mal qui nous ont. Intéressant. C'est vrai. Parce que c'est un petit peu, ça se fait plus quoi, des joueurs qui font quasiment toute leur carrière, enfin une grande partie en tout cas de leur carrière dans le même club avec depuis les transferts à gogo. Et là, lui, il est resté fidèle. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'il reste. Je sais qu'il doit rester pendant 1 an là avec comme coordinateur sportif dans le staff. J'aimerais bien que ça aille un peu au-delà parce qu'il fait un peu la jonction entre l'ancien TFC et le néo-TFC.
Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu es fan de course hippique et de chevaux en général comme ce Brave Banshee? Pas du tout. Un peu moins. Ah, tu pourras pas tailler le bout de gras devant les courses hippiques avec Banshee. C'est dommage. N'empêche, Henri qui ne sort pas son plus beau souvenir alors qu'il a vu TFC Naples, c'est qu'on a une histoire. C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne me suis pas vraiment rendu compte de l'ampleur du truc. Oui. J'avais 14 ans. Et alors, voilà, j'allais avec des copains, c'était génial, il y avait une ambiance de feu dans le stadium. Et franchement, j'avais du mal à comprendre. Je savais qu'on avait perdu 1-0 au match aller à San Paolo. Mais par contre, le retour, on égalise sur les 2 matchs. Et quand on voit. Et le premier, moi, c'était difficile parce que le premier à tirer les tirs au but, c'était Yannick Stopira qui le rate, qui le fout au-dessus. Et pour moi, Yannick Stopira, il ne pouvait pas le rater. C'est génial. Et alors, quand on a vu à la fin, on s'est dit, bon, ben voilà, c'est Maradona, il va marquer, c'est fini. Et puis, poteau et cuisse de Bergerot, incroyable. Et voilà. Mais à l'époque, je me rendais pas compte. Mais j'ai vécu franchement des sentiments de l'émotion aussi grande quand on est monté de National en Ligue 2, puis d'autres choses encore, et puis celles qui restent à vivre. Bien sûr. D'ailleurs, Samuel, pendant le petit quiz, j'étais en train de réfléchir. Un joueur emblématique qui vous a fait rêver, ça se trouve dans 10 ans, on aura Rissi. Non, ne finis pas ta phrase. Je veux pas que tu finisses cette phrase. T'inquiète pas, Samuel, tu seras déjà chauve d'ici là. Ouais. En tout cas, Henri, j'ai la marge encore. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous. Merci à vous. C'était un grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Alors, la semaine prochaine, on aura Romain avec nous, qui devait être avec nous cette semaine, mais qui ne pouvait pas. Donc, il sera là la semaine prochaine. Mais le formulaire est toujours en ligne, est toujours présent. Vincent va vous le rebalancer. Commentaire, allez voir. Sur les commentaires. N'hésitez pas à vous inscrire. Oui, Samuel, pardon. Samuel a une petite chose à ajouter, voilà, pour un petit message. Demain, sur lesviolets.com, on va vous présenter, il y aura une nouveauté. Vous aurez donc la possibilité de recevoir les notifications de tous nos articles en direct. On vous expliquera, donc ça va faire des notifications push sur votre téléphone, même si on n'a pas d'application. Donc ce sera une petite astuce pour être connecté encore plus sur lesvolets.com et pouvoir avoir les notifs en direct. On vous dévoile comment ça fonctionne demain dans la journée. Ils nous ont déjà pollué les réseaux sociaux. Maintenant, ça y est, ils vont nous polluer jusque sur le téléphone. Non, mais il y aura le notif pour l'émission. C'est pas une application? Non, je crame direct le suspense. C'est pas une application, mais vous verrez, c'est super bien fait. C'est super intuitif. Et Soukas qui apparaît sur votre portable et qui dit hey, on a une notif. Moi, je croyais que tu allais dire que vous avez racheté les droits de Mediapro, mais bon, je suis déçu. Non, pas encore. On attend que tu donnes le premier euro. Mais bon, vu que tu as les oursins dans les poches, c'est pas demain la veille. Pas des oursins qui ont dans les poches, c'est des épines. C'est fou. Messieurs, ça sera mercredi prochain, bien sûr, l'émission, parce que mardi, on aura match, on ne sera pas sur le terrain, nous, mais on sera dans la télé. Un brave Pau TFC. Il y aura Pau TFC, le derby à 20h. Donc, ce sera mercredi à 20h l'émission. On vous tiendra au courant de l'horaire, mais ça sera mercredi soir, bien entendu. On embrasse les Violets avec Samuel et Emmanuel. On embrasse la feuille de match avec Vincent et Mehdi. On embrasse aussi Yves et la Diste avec Mike qui n'était pas là ce soir, mais qu'on embrasse. JB aussi de Les Violets. Et bien sûr, Henri, encore un grand merci à toi d'avoir participé avec nous. Merci Henri. On te dit à très bientôt et n'hésitez pas à remplir le formulaire parce que comme Henri, vous pouvez faire partie de l'émission avec nous pendant une petite heure pour parler du TEF. Bon match pour ce week-end et pour mardi. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao.